L'univers Conjuring est souvent présenté comme une saga d'horreur parmi d'autres. Une succession de maisons hantées, de poupées inquiétantes, de démons, d'exorcismes et de cris dans la nuit. Et pourtant, si ces films ont marqué durablement le cinéma d'horreur contemporain, ce n'est pas uniquement parce qu'ils font peur, c'est parce qu'ils déplacent la peur. Conjuring ne cherche pas à terroriser par l'excès, par le sang, par la surenchère visuelle. Il travaille au contraire sur quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup plus dérangeant. L'effritement du familier. La peur n'est ici quand ce qui devait protéger commence à menacer, quand la maison cesse d'être un refuge, quand le couple vacille, quand le corps ne répond plus, quand la foi ne rassure plus. Ce n'est pas un hasard si les films s'ouvrent presque toujours sur des situations ordinaires. Une famille qui s'installe, un enfant qui joue, un couple qui s'aime, un foyer qui se construit. Le mal n'intervient jamais dans un monde déjà détruit. Il s'infiltre dans ce qui fonctionne encore, dans ce qui tient à peu près debout. Conjuring nous parle moins de l'irruption du démon que de la fragilité de nos équilibres. Et au centre de cette mythologie moderne, il y a deux figures récurrentes, Ed et Lorraine Warren. Non pas des chasseurs de monstres, mais des témoins. Des médiateurs entre un monde rationnel qui ne sait plus nommer le mal et une expérience humaine qui continue de le ressentir. Ils ne dominent jamais la situation, ils l'affrontent avec leurs limites, leurs doutes, leurs peurs, et surtout avec leurs liens. À travers eux, Conjuring pose une question profondément philosophique. Que devient l'humain lorsqu'il se retrouve face à ce qu'il ne comprend pas, à ce qu'il ne peut ni expliquer, ni maîtriser, ni éliminer complètement? Comment continuer à vivre, à aimer, à protéger, quand les cadres habituels, la science, la loi, la religion, montrent leurs failles? Cette saga parle moins du diable que de notre rapport contemporain au mal. Un mal que l'on ne sait plus penser collectivement, mais que l'on continue de ressentir intimement. Un mal qui ne prend plus la forme d'un grand récit religieux partagé, mais qui surgit sous forme de peur diffuse, d'angoisse, de perte, de contrôle, d'emprise. Dans cette émission, il ne s'agira pas de reconstituer l'univers Conjuring film par film, ni de juger de leur efficacité horrifique. Il s'agira de comprendre ce que ces films racontent de nous, de notre besoin de croire, de notre difficulté à nommer le mal, et surtout de notre peur de la dépossession, et de cette idée, jamais formulée explicitement mais toujours présente, que ce qui nous sauve n'est peut-être pas de vaincre l'horreur, mais de ne pas l'affronter seul. Dans The Conjuring, le mal n'entre jamais en force. Il n'arrive pas comme une irruption brutale, mais comme une présence qui s'installe, presque poliment, dans un espace qui ne lui était pas destiné. Et cet espace n'est pas neutre. C'est la maison, le foyer, le lieu même où l'on s'abrite du monde extérieur. Lorsque la famille Perron arrive dans la maison, rien ne signale immédiatement l'horreur. La scène de l'emménagement est lumineuse, presque joyeuse. Les enfants courent dans les pièces, ouvrent les placards, s'approprient les chambres. La maison est grande, un peu ancienne, mais elle n'est pas filmée comme un lieu hostile. Au contraire, elle apparaît comme une promesse, celle d'un nouveau départ, d'un espace à habiter ensemble. Le film insiste sur cette normalité initiale, parce que c'est elle qui va être lentement corrompue. Les premières manifestations sont presque insignifiantes. Les portes qui claquent la nuit, les bruits sourds dans les murs, l'horloge qui s'arrête toujours à la même heure, 3h07. Rien de spectaculaire, rien qui justifie encore la panique. Ce sont des scènes courtes, souvent silencieuses, filmées sans emphase. Le spectateur est placé dans la même position que les personnages. Il aperçoit un dérèglement, mais pas encore une menace clairement identifiable. L'une des scènes les plus révélatrices est celle du jeu de cache-cache, lorsque les enfants courent dans la maison et que l'une d'elles se retrouve seule dans une pièce sombre. La caméra adopte un point de vue très bas, presque à hauteur d'enfant. Le noir n'est pas total, il est simplement insuffisant. Quelque chose pourrait être là, mais rien ne se montre. La peur naît précisément de cette absence de certitude.
Le film ne donne pas d'image. Il crée une attente. Ce que James Wan filme ici, ce n'est pas la maison comme un piège immédiat, mais comme espace progressivement altéré. La maison ne devient pas inquiétante parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle cesse d'être fiable. Les repères ne tiennent plus, les pièces changent de statut selon l'heure. Le jour rassure et la nuit déforme. Le même couloir n'a plus la même signification selon qu'il est traversé à midi ou à 3 heures du matin. La scène où Caroline Perron se réveille avec des bleus sur le corps est donc centrale. Rien n'a été vu, rien n'a été entendu. Le corps porte pourtant la trace d'un contact. Le mal n'est pas encore nommé, mais il a déjà franchi une frontière essentielle. Il est entré dans l'intime, dans la chair. Cette scène dit quelque chose de fondamental sur l'horreur de The Conjuring. Le mal n'est pas seulement autour des personnages. Il commence à agir sur eux, sans leur consentement, sans même leur conscience claire. La maison devient alors un espace de surveillance inversée. Ce ne sont plus les habitants qui observent leur environnement, mais l'environnement qui semble les observer. La célèbre scène du jeu des claquements de mains l'illustre parfaitement. Caroline avance dans le sous-sol, guidée par des claquements qu'elle croit entendre. La caméra la suit lentement, sans coupe rapide, sans musique appuyée. Plus elle avance, plus l'espace se referme. Lorsqu'elle comprend que les claquements viennent de derrière elle, le mal ne se montre toujours pas. Il se signale uniquement par le son, par une présence qui se joue d'elle. Le sous-sol dans Conjuring n'est pas seulement un lieu architectural, et il fonctionne comme une métaphore très claire. Ce qui est enfoui, refoulé, oublié, finit toujours par remonter. La maison n'est pas hantée parce qu'elle est ancienne, elle l'est parce qu'elle contient une histoire que personne n'a voulu affronter. Les objets retrouvés, les murs dissimulés, les passages cachés, ne sont pas là pour enrichir l'univers, mais pour rappeler que le mal prospère dans ce qui n'est pas regardé. La famille, elle aussi, se fissure progressivement. Les enfants ne vivent pas tous la même chose. Certains voient, d'autres ressentent, d'autres encore ne comprennent pas. Cette dissymétrie crée un isolement intérieur. La scène où l'une des filles affirme être tirée par les cheveux pendant la nuit, tandis que les autres dorment, montre très bien ce mécanisme. Le mal ne détruit pas immédiatement le groupe. Il introduit d'abord un doute. Qui dit vrai? Qui exagère? Qui invente? Caroline devient peu à peu le point de fragilité central. Non parce qu'elle serait faible, mais parce qu'elle porte déjà une charge émotionnelle immense. Elle est la mère, celle qui veille, celle qui protège, celle qui ne dort pas vraiment. Le mal ne choisit pas au hasard, il s'attaque à celle qui tient encore l'ensemble, à celle dont la chute entraînera celle des autres. La possession, lorsqu'elle survient, n'est pas un basculement soudain, elle est l'aboutissement logique d'une lente érosion. La scène où Caroline se retrouve enfermée dans la cave, incapable de rejoindre ses enfants, est emblématique. La maison, qui devait protéger la famille, devient l'obstacle même qui empêche la mère d'accéder à son rôle. Les portes se ferment, les escaliers deviennent impraticables. L'espace domestique se retourne contre sa fonction première. Être chez soi ne signifie plus être en sécurité. Ce que Conjuring met en scène, à travers ses séquences, ce n'est donc pas seulement une maison hantée au sens classique, c'est une expérience de dépossession progressive. La perte du contrôle sur l'espace, la perte du contrôle sur le corps, la perte du contrôle sur les relations. Le mal ne triomphe pas par la violence immédiate, mais par la désorientation. À ce stade du film, le démon n'a même pas besoin d'apparaître clairement. L'essentiel est déjà accompli. La maison n'est plus habitable. Et lorsque l'intime devient inhabitable, l'horreur n'a plus besoin de cris ni de monstres. Elle s'est déjà installée, silencieusement, dans ce que les personnages avaient de plus précieux. Dans l'univers Conjuring, le mal n'est jamais une figure immédiatement identifiable. Il ne possède ni forme stable, ni visage durable, ni identité pleinement saisissable. Même lorsque le démon est nommé, même lorsqu'un nom circule, quelque chose résiste à la fixation. Le mal se dérobe. Il agit sans se montrer.
Et c'est précisément cette absence de contour qui le rend si profondément inquiétant. Dans The Conjuring, le démon Bathsheba n'est presque jamais filmé frontalement. Il apparaît par fragments, une silhouette fugace sur une armoire, une présence invisible qui souffle, une voix qui surgit dans l'obscurité. Le spectateur ne dispose jamais d'une image stable à laquelle se raccrocher. Le mal ne s'incarne pas comme un monstre à affronter, mais comme une force qui contamine l'espace et les corps. Cette logique se retrouve dans une scène clé, celle où Lorraine Warren touche un objet et bascule dans une vision. Ce qu'elle voit n'est pas une créature spectaculaire, mais une succession d'instants de mort, de désespoir, de solitude. Le mal n'est pas montré comme une entité agissante au présent, mais comme une trace persistante du passé. Il est inscrit dans les lieux, dans les murs, dans les histoires non réglées. Et il survit au corps. Le film insiste sur ce point. Le mal ne crée pas nécessairement le chaos. Il s'installe là où quelque chose est déjà fissuré. Bathsheba n'est pas une force anarchique. Elle est une figure de la négation. Elle nie la maternité, ni la protection, ni l'amour parental. Son geste originel, tuer son enfant, est moins un acte de cruauté spectaculaire qu'une rupture radicale du lien. Le mal, ici, n'est pas destruction pure, mais refus absolu de la relation. Cette idée traverse tout l'univers Conjuring. Le démon ne cherche pas d'abord à tuer, il cherche à isoler, à séparer, à rendre les êtres étrangers les uns aux autres. La possession n'est pas seulement une prise de contrôle du corps, elle est une dissolution du lien. Caroline ne devient pas dangereuse parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle cesse de reconnaître ses enfants comme tels. La scène où elle tente de tuer l'une de ses filles en est l'illustration la plus brutale. Ce n'est pas la mort qui est au centre, mais l'inversion du rôle maternel. Dans cette logique, le mal agit comme une force de négation, au sens presque philosophique. Il ne propose rien, il ne construit rien, il vide. Il retire au sujet ce qui le reliait aux autres. C'est ce qui rend la possession si insupportable à regarder. Ce n'est pas un corps qui souffre, c'est une identité qui se dissout. Cette conception du mal rejoint une tradition théologique ancienne, notamment celle de saint Augustin, pour qui le mal n'est pas une substance, mais une privation du bien. Conjuring illustre cette idée sans jamais la formuler. Le démon n'est pas une énergie créatrice. Il ne fait que parasiter, corrompre, détourner. Il s'insinue dans ce qui existe déjà et le déforme. La mise en scène accentue cette impression. Le mal est souvent associé à l'ombre, au hors-champ, au son plutôt qu'à l'image. Dans la scène du sous-sol, ce que l'on redoute n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on entend. Les claquements de mains, les murmures, les respirations donnent au mal une existence acoustique plus que visuelle. Il est partout et nulle part à la fois. Ce choix esthétique est essentiel. Un mal visible peut être affronté, un mal invisible impose une angoisse permanente. Il oblige les personnages à douter de leur perception, de leur mémoire, de leur jugement. Et ce doute est l'une des armes les plus efficaces du mal. Tant que l'on ne sait pas ce que l'on affronte, toute résistance est fragile. Dans Annabelle, cette logique est encore accentuée. Le mal est déplacé dans un objet, une poupée inerte, figée, presque ridicule en apparence. Annabelle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle ne regarde même pas directement. Et pourtant, elle concentre une puissance de projection immense. Le mal n'est pas dans la poupée elle-même, mais dans ce qu'elle permet, une fixation, un déplacement, une externalisation de la peur. La poupée fonctionne comme un point d'ancrage. Elle donne au mal une adresse sans lui donner de visage. Elle permet au personnage et au spectateur de croire que le danger est localisé, circonscrit, maîtrisable. Mais cette illusion est constamment démentie. Le mal déborde toujours l'objet. Il agit ailleurs, il traverse les espaces, il se déplace. Ce fonctionnement révèle quelque chose de très contemporain. Le mal n'est plus pensé comme une force clairement identifiable, mais comme une présence diffuse, instable, insaisissable. Il n'y a plus de grand récit unificateur pour le nommer.
Il apparaît sous forme de symptômes, de ruptures, de peurs éparses. Conjuring capte très précisément cette angoisse moderne, celle d'un mal que l'on ressent sans pouvoir le penser complètement. Même les figures religieuses du film ne parviennent jamais à stabiliser cette présence. Les prêtres doutent, les rituels échouent partiellement, les symboles fonctionnent parfois, mais jamais durablement. La foi dans Conjuring n'est pas une réponse définitive, elle est un effort, une tentative, une résistance fragile face à quelque chose qui excède les cadres habituels. Ce qui est frappant, c'est que le mal ne gagne jamais totalement, mais qu'il ne disparaît jamais non plus. Il est repoussé, contenu, déplacé, mais jamais éradiqué. Cette persistance donne à l'univers Conjuring une tonalité particulière. Il ne promet pas un monde réconcilié, il installe l'idée d'un combat inachevé, toujours à reprendre. Le mal, tel qu'il est montré ici, n'est pas un ennemi que l'on veut vaincre une fois pour toutes. Il est une possibilité permanente, tapie dans les marges, prête à surgir là où les êtres sont fatigués, isolés, fragilisés. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas de visage stable qu'il demeure si difficile à affronter. Une chose devient claire. Le véritable enjeu n'est pas de voir le mal, mais de ne pas lui céder intérieurement, ne pas accepter sa logique de séparation, ne pas laisser la peur rompre les liens. Le combat ne se joue pas seulement dans les rituels, mais dans la manière dont les personnages continuent ou non à se tenir les uns auprès des autres. La figure centrale n'est ni le démon, ni même la maison hantée. Ce qui tient l'ensemble, ce qui empêche l'effondrement total, c'est le couple formé par Ed et Lorraine Warren. Et ce choix n'a rien d'anecdotique. Là où beaucoup de films d'horreur isolent leurs personnages, les séparent, les condamnent à l'impuissance solitaire, Conjuring fait du lien conjugal un espace de résistance, fragile mais persistant. Dès leur première apparition dans The Conjuring, Ed et Lorraine ne sont pas présentés comme des experts froids ou des héros invincibles. Ils forment d'abord un couple ordinaire, attentif, tendre, presque discret. Leur relation est faite de gestes simples, une main posée sur une épaule, un regard échangé avant d'entrer dans une maison, un silence partagé après une vision difficile. Le film insiste sur cette banalité affective parce qu'elle contraste avec l'horreur qu'ils affrontent. Lorraine, en particulier, porte une charge singulière. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle ressent ce que les autres ne perçoivent pas encore. Ses visions ne sont jamais spectaculaires au sens héroïque du terme. Elles sont éprouvantes, envahissantes, parfois paralysantes. La scène où elle touche la boîte à musique dans la maison Perron est révélatrice. Ce qu'elle voit n'est pas une scène de combat, mais une succession de morts, de pendaisons, de désespoir. Le mal ne se présente pas comme une force à vaincre, mais comme une accumulation de souffrances passées. Face à cela, Ed n'est pas celui qui sait mieux, ni celui qui domine. Il est celui qui reste, celui qui écoute, celui qui croit Lorraine sans chercher à rationaliser immédiatement ce qu'elle vit. Leur couple repose sur cette asymétrie assumée. Lorraine voit, Ed soutient. Elle traverse l'horreur intérieurement. Il l'empêche d'y sombrer seul. La scène où Ed raconte à Lorraine l'histoire de Saint-Valentin est emblématique. Ce moment n'apporte aucune information utile à l'enquête. Il n'a aucune fonction narrative au sens strict. Et pourtant il est essentiel. Il rappelle que le lien affectif ne disparaît pas face au mal. Il ne s'interrompt pas. Il continue, même lorsque l'horreur envahit l'espace. Ce n'est pas une arme, mais un point d'ancrage. Ce choix est profondément atypique dans le cinéma d'horreur. Le couple n'est ni mis à l'épreuve par la jalousie, ni fragilisé par le doute, ni détruit par l'expérience du surnaturel. Au contraire, plus le mal se fait pressant, plus le lien se resserre. Il ne devient jamais spectaculaire, mais il ne cède pas non plus. Cette stabilité n'est pourtant pas idéalisée. Lorraine a peur. Elle exprime explicitement sa crainte de perdre Ed, de le voir mourir à cause de ce qu'ils affrontent. La scène où elle lui interdit presque d'intervenir trop directement lors de l'exorcisme montre bien cette tension. Aimer ici ne signifie pas être héroïque. Aimer, c'est vouloir protéger l'autre du danger, quitte à renoncer à agir pleinement.
Le couple Warren ne combat donc pas le mal par la maîtrise, mais par la présence. Ils n'ont pas de contrôle absolu sur ce qui se passe. Ils échouent parfois. Ils arrivent trop tard, ils doutent. Mais ils ne se désolidarisent jamais. Et c'est précisément ce qui les distingue du démon, dont toute la logique repose sur la séparation. Dans la scène finale de l'exorcisme de Caroline, ce n'est pas la force rituelle qui emporte la décision, mais l'appel au lien. Lorraine rappelle à Caroline son rôle de mère, son amour pour ses enfants, les souvenirs partagés. Le mal vacille non pas parce qu'il est vaincu par un symbole religieux, mais parce qu'il se heurte à quelque chose qu'il ne peut pas produire, une relation vivante. Cette scène est essentielle pour comprendre la philosophie implicite de Conjuring. Le mal n'est pas repoussé par la toute-puissance, mais par ce qui résiste à sa logique de négation. Il cherche à effacer les identités, à dissoudre les liens, à transformer les proches en menaces. Le couple, au contraire, maintient la continuité, la reconnaissance de l'autre comme autre, même dans la peur. On retrouve cette même dynamique dans The Conjuring 2, lorsque Lorraine est tentée par la vision de la mort d'Ed. Cette fois, le mal ne s'attaque pas à une famille extérieure, mais directement au couple. La peur n'est plus seulement celle de l'échec, mais celle de la perte. Et pourtant, là encore, le lien ne se rompt pas. Lorraine n'abandonne pas. Ed n'exige pas qu'elle se taise. Ils avancent avec cette menace au-dessus d'eux, sans jamais la nier. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre du film d'horreur. Conjuring propose une conception très particulière de la résistance humaine. Il ne s'agit pas de triompher, mais de tenir, de rester présent à l'autre malgré l'effroi, de ne pas céder à la tentation de l'isolement, du sacrifice héroïque ou de la domination. Le couple Warren n'est pas un rempart absolu contre le mal, il est un point de friction, un endroit où le mal ne parvient pas à imposer entièrement sa logique. Et c'est sans doute pour cela que Conjuring insiste autant sur cette relation, parce qu'elle incarne une réponse profondément humaine à l'horreur, une réponse qui ne promet pas la victoire, mais qui refuse la désagrégation. Si le mal agit en séparant, en niant, en isolant, alors ce qui lui résiste le plus efficacement n'est pas la force, mais le lien maintenu malgré la peur. Conjuring ne sacrifie pas l'amour, il le montre comme une fragilité active, une persistance modeste, mais décisive. Avec la possession, l'univers Conjuring franchit un seuil décisif. Le mal n'est plus seulement une présence dans un lieu, ni même une force qui agit sur les relations. Il s'inscrit dans le corps, il s'empare de ce qui constitue le dernier espace de souveraineté du sujet, la capacité à agir, à vouloir, à reconnaître les siens. Dans The Conjuring, la possession de Caroline Perron n'est pas filmée comme une explosion soudaine. Elle est préparée, elle est annoncée, elle résulte d'un long processus d'usure. Avant même que le corps ne se convulse, quelque chose se défait intérieurement. Le film montre très clairement que la possession n'est pas une rupture brutale, mais l'aboutissement d'une dépossession progressive. Les premiers signes sont discrets, une fatigue excessive, des réveils nocturnes, des absences. La scène où Caroline se réveille à plusieurs reprises à 3h07, sans comprendre pourquoi, installe cette idée. Le corps ne suit plus un rythme choisi, il obéit à une logique étrangère. Le temps lui-même devient hostile. Ce n'est pas encore la violence, mais déjà la perte de maîtrise. Caroline découvre également des marques sans notice de l'événement. Aucun souvenir, aucune image, aucun récit possible. Le corps porte la trace d'un acte que la conscience n'a pas enregistré. Cette dissociation est au cœur de l'horreur de Conjuring. Le mal n'a pas besoin de se montrer. Il agit dans les angles morts de la mémoire et de la volonté. À partir de là, le film insiste sur une idée profondément troublante. Le corps peut devenir le lieu d'un autre, non pas symboliquement, mais concrètement. La scène où Caroline est attirée malgré elle vers la cave est également révélatrice. Ses jambes avancent alors que son esprit résiste. La maison ne la pousse pas, elle l'appelle. Le mal n'impose pas une force extérieure, il détourne une impulsion intérieure. Lorsque la possession se manifeste pleinement, le film évite le spectaculaire gratuit. Les contorsions, les cris, la voix altérée sont présents, mais ils ne constituent pas le cœur de la scène. Ce qui frappe, c'est le regard vide.
le regard qu'il ne reconnaît plus. Dans la séquence où Caroline tente de tuer l'une de ses filles, l'horreur ne vient pas du geste en lui-même, mais de l'inversion radicale du lien. Le corps maternel censé protéger devient une menace. Cette scène condense toute la logique du mal dans Conjuring. Le démon ne cherche pas simplement à faire souffrir, il cherche à profaner ce qui, dans l'humain, fonde la confiance la plus élémentaire. Le lien parent-enfant, la reconnaissance du visage familier, la certitude que certains gestes ne seront jamais accomplis. La possession détruit cette certitude. Dans cette perspective, la possession apparaît moins comme une invasion que comme une négation. Négation de l'identité, négation du rôle, négation de la relation. Le sujet est encore là, mais il n'agit plus depuis lui-même. Il devient le support d'une autre logique. Et cette perte d'autonomie est ce qui rend la possession si profondément insupportable à regarder. Dans The Conjuring 2, cette idée est encore approfondie à travers le personnage de Janet Hodgson. La possession ne la transforme pas en figure monstrueuse permanente. Elle alterne, elle revient, elle disparaît. Le mal n'est pas stable. Il surgit par épisodes, souvent la nuit, souvent lorsque le corps est épuisé. Le film insiste sur cette cyclicité. La possession n'est pas un état constant, mais une menace latente. La scène où Janet parle avec une voix grave, adulte, presque triviale, est particulièrement significative. Le démon ne se présente pas comme une entité grandiose, il parle comme un parasite. Il occupe l'espace du langage. Il utilise le corps pour dire autre chose que ce que le sujet pourrait dire. Le corps devient un médium, un support, un instrument. Ce déplacement en corps est essentiel. La possession n'est pas seulement une violence physique, mais une violence symbolique. Elle retire au sujet la capacité de dire « je ». Le démon parle à la place. Il agit à la place. Il décide à la place. Et cette substitution est ce qui menace le plus radicalement l'humanité du personnage. Les rituels d'exorcisme dans Conjuring ne sont jamais montrés comme des gestes techniques parfaitement maîtrisés. Ils sont longs, éprouvants, souvent chaotiques. Le corps résiste, le sujet lutte. Et l'issue n'est jamais certaine. La scène de l'exorcisme final, dans le premier film, est construite comme une épreuve d'endurance plus que comme une démonstration de puissance. Le corps souffre, la voix vacille. Le lien est constamment menacé de rupture. Ce que le film suggère alors, sans jamais l'énoncer explicitement, c'est que la possession est une figure extrême de ce que beaucoup redoutent de manière plus diffuse. Ne plus être soi, ne plus se reconnaître, ne plus répondre de ses actes. Le cinéma d'horreur donne ici une forme spectaculaire à une angoisse profondément contemporaine, celle de la perte de contrôle sur son propre corps, sur sa propre psyché, sur sa propre identité. Dans Conjuring, le mal ne gagne pas en détruisant le corps, il gagne en l'utilisant. Et c'est précisément cette instrumentalisation qui rend la possession si terrifiante. Le corps devient le lieu d'un conflit invisible, dont le sujet n'est plus le maître. Si le mal agit en niant l'identité et la relation, alors la résistance ne peut pas être seulement physique ou rituelle. Elle doit passer par quelque chose qui réaffirme le sujet, le nom, le souvenir, le lien, l'adresse à l'autre comme autre. Dans l'univers Conjuring, la foi n'est jamais présentée comme une évidence tranquille. Elle n'est ni un refuge sûr, ni une réponse définitive au mal. Elle apparaît au contraire comme une pratique fragile, incertaine, souvent insuffisante, mais à laquelle les personnages continuent de se raccrocher faute de mieux. La foi n'y est pas une certitude, elle est un risque. Dans The Conjuring, l'exorcisme n'intervient jamais comme un geste technique que l'on déclencherait mécaniquement. Il est précédé d'hésitation, de refus institutionnel, de procédure. L'Église doute, elle demande des preuves, elle temporise. Cette lenteur n'est pas un simple ressort narratif, elle dit quelque chose de très clair. Même les institutions religieuses ne savent plus très bien comment agir face au mal. La scène où le prêtre explique à Ed et Lorraine que l'exorcisme officiel nécessite une autorisation longue et incertaine est révélatrice. La foi est encadrée, réglementée, prudente. Elle n'a plus l'assurance d'autrefois. Elle craint l'erreur, l'illusion, la superstition. Et pendant ce temps-là, le mal, lui, n'attend pas.
Cette tension traverse tout le film. D'un côté, un mal qui agit immédiatement sans justification, sans cadre. De l'autre, une foi institutionnelle ralentie par ses propres règles, consciente de ses limites. Le rituel devient alors un espace de vulnérabilité. Il peut échouer, il peut ne pas suffire. La scène de l'exorcisme final est construite autour de cette incertitude. Rien n'y est maîtrisé. Les paroles vacillent, les gestes sont interrompus. Le corps possédé résiste. Le rituel n'est pas une formule magique qui s'imposerait au réel. Il est une tentative humaine pour réintroduire du sens là où le mal a installé le chaos. Dans The Conjuring 2, cette fragilité est encore plus marquée. Lorraine doute ouvertement. Elle n'est plus certaine de sa vocation. Elle craint que sa foi ne soit qu'un orgueil déguisé. La vision récurrente de la mort d'Ed agit comme une épreuve intime. Continuer à croire ici signifie accepter la possibilité de perdre ce que l'on aime. La foi, dans cette perspective, n'est plus une protection. Elle devient une exposition. Croire, ce n'est pas se mettre à l'abri, c'est accepter de rester ouvert à la blessure. La scène où Lorraine hésite à retourner en Angleterre est centrale. Elle sait que sa présence peut sauver une famille, mais elle sait aussi qu'elle peut coûter la vie à Ed. La foi ne tranche pas le dilemme, elle l'intensifie. Le film insiste également sur l'ambiguïté des signes religieux. Les crucifix, l'eau bénite, les prières fonctionnent parfois, mais jamais seuls. Ils n'ont pas de pouvoirs autonomes. Lorsqu'ils agissent, c'est toujours en lien avec autre chose. Une parole adressée, un souvenir rappelé, un lien ravivé. Le rituel sans relation est impuissant. La scène où Lorraine appelle Caroline par son prénom pendant l'exorcisme du premier film est emblématique. Ce n'est pas une formule sacrée qui provoque la réaction décisive, mais la réactivation d'une identité. Le rituel ne chasse pas le mal par la force. Il tente de redonner au sujet la possibilité de se reconnaître comme tel. Dans ce sens, la foi dans Conjuring n'est jamais triomphante. Elle n'abolit pas le mal. Elle ne le supprime pas définitivement. Elle permet tout au plus de le contenir, de le repousser, de gagner du temps. Le démon est chassé, mais il n'est pas anéanti. Il laisse derrière lui une trace, une cicatrice, un souvenir. Cette conception s'éloigne radicalement d'un imaginaire religieux de la victoire. Elle rejoint plutôt une vision existentielle de la foi. Croire, ce n'est pas disposer d'une réponse, c'est accepter de tenir malgré l'absence de réponse claire. La foi n'est pas une certitude sur le monde, mais une posture face à l'incertitude. Dans l'univers Conjuring, ceux qui croient ne sont pas plus rassurés que les autres. Ils sont parfois plus exposés. Mais ils continuent parce qu'ils refusent de laisser le mal avoir le dernier mot sur le sens. Non pas sur l'issue, mais sur la signification de ce qui est vécu. La foi n'est pas présentée comme une arme contre le mal, mais comme une tentative de réhumanisation. Elle ne vise pas à détruire l'ennemi, mais à empêcher que le sujet ne disparaisse entièrement sous son emprise. Avec le 4e opus, la saga n'essaie plus d'intensifier la peur ni de surenchérir dans la démonstration du mal. Elle opère un mouvement plus discret mais infiniment plus grave. Elle déplace la question du démon vers celle de la foi elle-même, non plus comme arme ou comme certitude, mais comme endurance. L'heure du jugement n'est pas un film sur la possession, c'est un film sur ce qui reste quand la croyance a été éprouvée jusqu'à l'usure, quand elle a été confrontée trop longtemps à un mal qui ne disparaît pas, qui ne se laisse ni circonscrire ni définitivement expulser. Le titre annonce déjà cette bascule. Les derniers rituels, les derniers sacrements. Non pas ceux administrés à un corps possédé, mais ceux qui semblent accompagner la fin d'un cycle, la clôture d'une vie passée à croire que le mal pouvait être affronté, contenu, tenu à distance par la rigueur du rituel et la solidité de la foi. Il ne s'agit plus ici de sauver quelqu'un, mais de mesurer ce que la croyance elle-même a coûté à ceux qui l'ont portée. Ed et Lorraine Warren ne sont plus les figures presque héroïques des premiers volets. Le film les montre fatigués, ralentis, marqués non pas par un échec précis, mais par l'accumulation des combats. Ils ne pénètrent plus dans le mal, avec l'assurance de ceux qui savent comment le nommer et comment l'affronter, mais avec la conscience aiguë de leurs limites, et surtout avec cette inquiétude sourde. Et si malgré tout ce qui a été fait, le mal persistait?
Dans ce film, le mal n'a plus besoin de se manifester par des signes spectaculaires. Il n'a plus besoin de tordre les corps, ni de faire claquer les murs. Il est plus diffus, plus enraciné, presque silencieux. Il se loge dans le doute, dans la fatigue morale, dans la peur d'avoir cru trop longtemps à une logique de victoire. Le film suggère alors une idée profondément dérangeante. Le mal n'est pas seulement ce qui attaque de l'extérieur, il est aussi ce qui résiste à toute tentative de sens, ce qui demeure quand toutes les réponses ont été épuisées. L'heure du jugement n'est donc ni celle d'un tribunal humain, ni celle d'un châtiment divin. Elle ne correspond pas à une sanction, mais à une mise à nu. Ce qui est jugé, ce n'est pas le démon, mais la foi elle-même. Non pas par Dieu, mais par le réel, par ce qui continue d'exister malgré les prières, malgré les rituels, malgré les combats menés avec sincérité. Croire, ici, ne protège plus. La prière ne garantit plus la délivrance. Le rituel ne promet plus la victoire. Lorraine incarne cette transformation avec une gravité nouvelle. Elle n'est plus seulement celle qui voit, celle qui perçoit l'invisible et en traduit les signes. Voir, désormais, ne rassure plus. Voir expose. Chaque vision est un poids supplémentaire, non pas une révélation qui est claire, mais une charge qui oblige à continuer malgré l'absence de solution nette. Le don devient fardeau, et la clairvoyance une responsabilité presque trop lourde à porter. Ed, de son côté, affronte une autre forme de jugement. Lui qui a toujours conçu le mal comme une force extérieure à combattre est progressivement confronté à une vérité plus intime et plus inconfortable. Il n'y a pas toujours de résolution, pas toujours de délivrance finale, pas toujours de récit cohérent qui viendrait justifier la souffrance traversée. Croire pour lui ne consiste plus à vaincre, mais à refuser de céder au cynisme, à cette tentation de tout abandonner sous prétexte que le combat n'a pas de fin claire. Le film touche ici à une intuition profondément kierkegaardienne. La foi n'est pas ce qui supprime l'angoisse, elle est ce qui accepte de la traverser sans garantie. Croire ne suffit pas, être rassuré, mais consentir au risque, à l'inconfort, à l'absence de certitude. La foi n'est plus une réponse, elle devient une posture existentielle. Le mal n'est pas vaincu. Il est affronté une dernière fois sans illusion, non pas dans l'espoir de l'anéantir, mais dans celui de ne pas lui céder l'essentiel. La fin du film refuse toute emphase. Elle se tient dans une sobriété presque mélancolique, comme si la saga elle-même reconnaissait qu'il n'y a pas de conclusion triomphante à ce type de combat. Il n'y a que des passages, des relais, des limites acceptées. Le mal ne disparaît pas, mais il n'obtient pas non plus le dernier mot sur ce que les personnages deviennent. Avec le troisième opus de The Conjuring, l'univers Conjuring opère un déplacement décisif. Le mal ne se manifeste plus seulement dans l'intimité du couple, de la maison, dans le corps d'un enfant ou dans l'espace incertain du rituel. Il entre dans un lieu censé exclure toute forme d'irrationnel, le tribunal. La question n'est plus seulement de contenir le mal, mais de le juger. Le film s'ouvre sur un exorcisme raté, ou plutôt inachevé. Le démon est partiellement chassé, mais quelque chose subsiste. Cette ouverture est essentielle. Elle installe d'emblée l'idée que le mal n'est pas une entité que l'on neutralise définitivement. Il se déplace, il circule. Et cette circulation va produire une situation inédite. Un meurtre commis par un homme qui affirme ne pas avoir agi de lui-même. La scène de l'arrestation d'Arne Johnson est volontairement dénuée de spectacularité. Il ne fuit pas, il ne se débat pas. Il semble absent à lui-même. Ce n'est pas la violence de l'acte qui frappe, mais son absence de sens apparent. Le mal n'est plus identifiable à un geste monstrueux. Il se présente comme une rupture de continuité entre l'acte et l'intention. Le cœur du film se cristallise autour d'une question vertigineuse. Peut-on juger un homme qui affirme ne pas être l'auteur de ses actes ? La justice repose sur un présupposé fondamental. Le sujet est responsable, conscient, maître de ses décisions. Or, la possession, telle qu'elle est présentée ici, conteste précisément ce socle. Elle introduit l'idée qu'un acte puisse être commis sans que le sujet en soit véritablement l'agent. Les scènes de tribunal mettent en évidence l'impuissance du langage juridique face à ce type de situation. Les mots ne suffisent plus.
La loi cherche des preuves, des intentions, des causalités claires. Le mal, lui, échappe à ces catégories. Il ne laisse pas de traces exploitables. Il ne produit pas de mobile rationnel. Il agit en dehors de cadres dans lesquels la justice sait fonctionner. Ce qui est frappant, c'est que le film ne cherche jamais à ridiculiser la justice. Les juges, les avocats, les policiers ne sont pas montrés comme obtus ou malveillants. Ils font leur travail. Mais ce travail repose sur une conception du monde où tout événement doit pouvoir être expliqué, attribué, classé. Le mal surnaturel vient fissurer cette architecture rationnelle. Dans ce contexte, Ed Warren tente d'introduire une parole radicalement étrangère au tribunal, celle de la possession. Non pas comme croyance religieuse, mais comme réalité vécue. Cette tentative échoue presque immédiatement. Le tribunal n'a pas vocation à accueillir l'invisible. Il ne peut juger que ce qu'il peut nommer. Le mal, ici, devient juridiquement inexistant, même s'il est humainement ressenti. Cette situation révèle une tension très contemporaine. Nous vivons dans des sociétés qui ont évacué le mal métaphysique du champ public, mais qui continuent d'en subir les effets sous d'autres formes. Le film suggère, sans jamais l'affirmer frontalement, que le mal ne peut pas être entièrement pris en charge par les institutions. Non pas parce qu'elles seraient défaillantes, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour cela. La loi vise l'ordre, pas le sens. Elle organise la responsabilité, mais elle ne soigne pas la fracture intérieure. Dans ce troisième opus, la résolution ne passe d'ailleurs pas par le tribunal, mais par une enquête parallèle presque clandestine menée par Lorraine. La vérité n'émerge pas dans l'espace public, mais dans un face-à-face intime avec le mal. La justice suit son cours, mais elle reste partielle. Elle ne rétablit pas l'équilibre. Elle ne referme pas la blessure. Ce déplacement est fondamental pour comprendre ce que Conjuring dit du monde moderne. Le mal n'est plus pensé collectivement. Il n'a plus de statut officiel. Il est relégué à la sphère privée, psychologique, marginale. Et pourtant il continue d'agir, de produire des effets bien réels, que ni la loi ni la raison ne parviennent totalement à absorber. Avec la nonne et ses réapparitions dans The Conjuring 2, l'univers Conjuring franchit un seuil particulièrement troublant. Le mal ne se contente plus d'attaquer des familles ordinaires, des corps vulnérables ou des individus isolés. Il s'installe au cœur même des lieux censés l'empêcher d'exister, les institutions religieuses. Le sacré n'est plus un rempart, et il devient un espace poreux. Le couvent roumain de la nonne est présenté dès les premières images comme un lieu clos, austère, presque vidé de toute chaleur humaine. Les murs sont massifs, les couloirs interminables, et les visages absents. Ce n'est pas un lieu de vie, mais un lieu de retrait. Un lieu où l'on ne protège pas, mais où l'on se protège. Cette nuance est essentielle. Le couvent n'est pas présenté comme un espace de foi vivante, mais comme une forteresse défensive. Le suicide de la religieuse au début du film agit comme un signal immédiat. Quelque chose a déjà échoué. Le mal n'a pas forcé les portes, il était déjà là. Il n'a pas profané un espace pur, il a exploité un vide. Cette scène d'ouverture renverse l'imaginaire classique du sacré. Ce qui devait garantir la vie devient le lieu de la mort. La figure de Valak, le démon incarné sous l'apparence d'une nonne, condense cette inversion. Le choix de cette forme n'est pas anodin. Le mal ne se présente pas comme une créature étrangère au sacré, mais comme sa parodie. Il emprunte ses signes, ses vêtements, son langage. Il ne nie pas le religieux, il le détourne, il s'y glisse. Dans The Conjuring 2, Lorraine Warren reconnaît Valak avant même de connaître son nom. Elle voit une nonne là où il ne devrait y avoir que du vide. Ce décalage est fondamental. Le mal n'est pas identifiable par excès, mais par incongruité. Il surgit là où quelque chose n'est pas à sa place. Le sacré devient inquiétant non parce qu'il est violent, mais parce qu'il est dénaturé. Le film insiste sur une idée dérangeante. L'institution religieuse n'est pas immunisée contre le mal. Elle peut même en devenir le vecteur lorsqu'elle se referme sur elle-même. Lorsqu'elle privilégie la survie de sa structure à la vigilance spirituelle. Le couvent de la nonne n'est pas un lieu de foi partagée, c'est un espace figé, presque administratif, où la prière est répétée mécaniquement, sans présence réelle.
La scène où les religieuses semblent prier ensemble avant que l'on découvre qu'elles sont mortes depuis longtemps est particulièrement révélatrice, car le rituel continue, mais il est vidé de ses sujets. Il ne protège plus, il masque l'absence. Le mal n'a pas détruit la prière, il l'a vidée de son sens. Par ailleurs, Conjuring ne s'attaque pas à la foi, mais à sa fossilisation. Lorsque le sacré se réduit à des formes, à des règles, à des murs, il perd sa capacité de résistance. Il devient un décor dans lequel le mal peut circuler librement. Valak est, à ce titre, une figure profondément moderne. Il ne nie pas Dieu, il n'argumente pas contre la foi. Il se contente de l'habiter à sa manière. Il transforme le symbole en masque. Il s'approprie l'apparence de ce qui inspire confiance pour produire l'effroi. Le mal ne choque plus par transgression, mais par mimétisme. La scène finale de la nonne, où le démon semble vaincu par un acte de foi spectaculaire, ne clôt d'ailleurs rien définitivement. Le spectateur sait déjà que Valak survivra, qu'il réapparaîtra ailleurs sous d'autres formes. L'institution a contenu une brèche, mais elle n'a pas éliminé la possibilité du mal. Si l'univers Conjuring continue de marquer le spectateur, ce n'est pas uniquement parce qu'il mobilise des figures classiques de l'horreur. Maison hantée, possession, démons rituels. C'est parce qu'il articule ces figures anciennes à des angoisses très contemporaines. Le mal, tel qu'il est représenté ici, ne renvoie pas à un imaginaire archaïque dépassé, mais à une inquiétude moderne, celle d'un monde où les cadres de sens se sont fragilisés sans avoir disparu. Conjuring ne se situe ni dans un monde pleinement religieux, ni dans un monde totalement désenchanté. Il s'inscrit dans un entre-deux instable. Les personnages vivent dans une société rationnelle, juridique, scientifique, mais ils sont confrontés à des expériences que ces cadres ne suffisent pas à expliquer. Le mal n'est plus un dogme partagé, mais une hypothèse embarrassante. Il est ressenti avant d'être pensé, et souvent, il n'est pensé qu'après coup. Cette tension traverse bien sûr toute la saga. Les familles touchées par l'horreur ne sont pas marginales. Elles ne vivent pas en dehors du monde. Elles travaillent, élèvent leurs enfants, respectent les règles. Le mal ne surgit pas comme une punition morale ou une transgression. Il surgit sans raison claire. Et c'est précisément cela qui le rend si difficile à intégrer. Il ne raconte plus une faute, il introduit une absurdité. Dans cet univers, il n'y a pas de causalité rassurante. Les personnages ne méritent pas ce qui leur arrive. Le mal n'est pas une sanction, il est une irruption. Et cette irruption renvoie à une angoisse profondément contemporaine, celle d'un monde où l'on peut tout faire correctement et pourtant perdre pied. Conjuring met ainsi en scène une peur diffuse, moins spectaculaire que persistante, la peur de la perte de contrôle. Ces films ne cherchent jamais à expliquer le mal. Ils ne tentent pas d'en livrer une origine définitive, une logique complète ou une solution durable. Le mal n'est pas un problème à résoudre, mais une donnée avec laquelle il faut composer. Et cette position est loin d'être anodine. Dans Conjuring, le mal n'est jamais totalement éradiqué. Il est repoussé, nous l'avons dit, déplacé, contenu provisoirement, mais il laisse toujours derrière lui une trace. Une maison ne redevient jamais totalement neutre. Un corps ne sort jamais indemne d'une possession. Une famille ne reprend jamais exactement la vie d'avant. Cette persistance n'est pas un échec narratif, elle est un choix philosophique. Ce choix repose sur une idée simple. Croire que le mal peut être définitivement supprimé relève de l'illusion. Ce que les personnages apprennent, film après film, ce n'est pas à vaincre le mal, mais à ne pas s'y dissoudre, à ne pas lui céder intérieurement, à ne pas le laisser imposer sa logique de séparation, de négation et d'isolement. Les cadres traditionnels, la famille, la foi, la justice, l'institution religieuse, apparaissent tous comme nécessaires mais insuffisants. Aucun ne tient seul, aucun ne protège totalement, et pourtant, aucun n'est présenté comme inutile. Chacun offre un appui partiel, fragile, parfois défaillant mais réel. Conjuring ne détruit pas ces cadres, il les dépouille de leur prétention à l'absolu. Ce qui résiste, en revanche, de manière constante, c'est quelque chose de plus modeste et de plus exigeant à la fois, la présence. Rester auprès de l'autre, refuser de laisser quelqu'un seul
face à ce qui le dépasse. Continuer à nommer, à appeler, à reconnaître, même lorsque le sens vacille. Cette éthique minimale traverse toute la saga sans jamais être formulée explicitement. Le couple Warren incarne cette posture sans héroïsme. Ils ne sont ni invincibles, ni toujours lucides, ni exempts de peur. Ils doutent, ils hésitent, ils échouent parfois. Mais ils ne rompent pas le lien, ils ne sacrifient pas l'autre au nom d'une cause, d'une mission ou d'une vérité supérieure. Et c'est précisément ce refus du sacrifice qui les distingue du mal qui les affronte. Conjuring propose ainsi une vision profondément désenchantée, mais non cynique, de la condition humaine. Le monde n'est pas juste, le mal existe. Il surgit sans raison claire, il frappe là où on ne l'attend pas. Et pourtant quelque chose reste possible. Tenir. Non pas triompher, mais tenir. Non pas comprendre totalement, mais ne pas se perdre. Au fond, Conjuring ne raconte pas la victoire du bien sur le mal. Il raconte la possibilité de rester humain dans un monde où le mal n'a pas disparu. Et cette possibilité repose sur peu de choses, mais des choses essentielles. Reconnaître l'autre, maintenir le lien, refuser l'isolement, continuer à adresser une parole là où le mal cherche à imposer le silence. C'est sans doute pour cela que ces films, derrière leurs figures démoniaques et leurs récits surnaturels, parlent autant de notre époque. Ils ne nous demandent pas ce que nous croyons, mais ce que nous faisons lorsque nos croyances ne suffisent plus. Ils ne nous disent pas comment vaincre l'horreur, mais comment ne pas la laisser nous désagréger. Et c'est peut-être là, dans cette sobriété presque morale, que se loge la véritable force de l'univers Conjuring. Non pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il nous oblige à affronter. La question de ce qui nous tient encore debout, quand plus rien ne garantit que le monde ait un sens.